Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Agnès Buzyn. Bonjour. Bonjour. Alors, à 2 semaines du second tour des élections municipales, la crise du coronavirus continue de peser, sinon d'occulter la campagne. Comment, dans ce contexte, donner envie aux électeurs parisiens d'aller voter le 28 juin et comment envisager aussi le pari de l'après-crise sanitaire. Il y a aussi le contexte politique national, Agnès Buzyn, qu'attendre du nouvel agenda d'Emmanuel Macron qui s'exprime donc ce soir à 20h. Comment clore la séquence confinement-déconfinement, comment rassurer, comment protéger les Français face à une crise économique qui s'annonce. Mais pour commencer, Agnès Buzyn, ce qui a encore fait l'actualité de ce week-end, c'est-à-dire cette nouvelle mobilisation contre le racisme et les violences policières, notamment dans les rues de Paris. Qu'est-ce que cela vous inspire ? D'abord, je pense que, comme tout le monde, j'ai été horriblement choquée. C'est un faible mot de la mort de George Floyd. Donc, ce sont des images dont on comprend qu'elles puissent amener à une indignation partout dans le monde. Donc une indignation planétaire. Mais est-ce qu'il est normal de faire un parallèle entre George Floyd et, par exemple, Adama Traoré ? Donc c'est ce que je voulais dire, c'est que nous avons un sujet, le racisme existe partout dans le monde et la lutte contre le racisme, contre toutes les discriminations en général, l'antisémitisme, l'homophobie, tout cela doit faire partie des préoccupations permanentes des décideurs politiques, c'est-à-dire que nous devons être vigilants en permanence pour rappeler les règles et notamment l'universalisme républicain auquel je suis extrêmement attachée. Ce que je conteste quelque part, c'est de faire un parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Nous n'avons pas le même système politique, nous n'avons pas la même police, nous n'avons pas la même organisation constitutionnelle de l'État, et donc nous avons aujourd'hui à faire attention à ne pas amener des combats qui sont légitimes dans d'autres pays dans notre pays. Donc, nous devons combattre le racisme, évidemment. Il y en a dans la police comme il y en a dans la société française. En général, la police française est le reflet de notre société. Elle est diverse et il peut y avoir, évidemment, des fautes. Donc, ces fautes, elles doivent être sanctionnées puisque le racisme est un délit. Mais pour autant, considérer qu'il y a une forme de racisme institutionnel ou racisme d'État ou racisme de corps me choque. Parce que quand on parle d'ailleurs, vous parlez de racisme d'État, quand certaines personnalités publiques parlent ou des manifestants qui participent à ces manifestations du comité Traoré parlent de racisme d'État, c'est quelque part faire un parallèle avec Vichy. Oui, là, il y avait un racisme d'État, c'est-à-dire qu'on avait transformé la loi pour avoir des lois de discrimination. Nous avons un pays qui revendique l'universalité, l'universalisme, et nous devons en être fiers. Notre modèle est magnifique. Je crains cette dérive communautariste. Elle ne correspond pas à mon modèle de société. C'est un modèle anglo-saxon, plutôt américain. Moi, je trouve que le modèle français où l'universalité l'emporte sur les communautés correspond mieux à ma façon de penser. Alors est-ce qu'il faut revoir aussi, parce que c'est l'un des débats qui est consécutif à cette mobilisation planétaire contre le racisme et donc mobilisation en France, est-ce qu'il faut revoir l'histoire de France? Est-ce qu'il faut enlever de notre histoire des personnalités comme Jules Ferry, du fait de ses déclarations sur les, entre guillemets, races supérieures et sur le devoir de coloniser des races inférieures? Est-ce qu'il faut revoir aussi, est-ce qu'il faut enlever de notre histoire, par exemple, Victor Hugo, accusé d'avoir été favorable à la colonisation, ou encore Colbert, auteur du Code noir? Puisque c'est un débat qui court aujourd'hui. Alors là, je suis outrée. Je vous le dis sincèrement, cette forme de révisionnisme de l'histoire où on juge les prises de parole de nos figures historiques d'il y a 100, 200 ou 1000 ans à l'aune de ce qu'a été l'évolution de la société et du monde entier aujourd'hui est absolument fou. C'est comme si on demandait au Pérou de détruire les temples incas parce que on y faisait des sacrifices de jeunes vierges. Ça n'a pas de sens. Nous devons élever nos enfants pour les aider à comprendre l'évolution des idées, l'évolution de la pensée, l'évolution des valeurs. C'est au contraire l'occasion,
au contraire l'occasion de rappeler pourquoi ces gens-là avaient dans leur corpus idéologique ces idées qui nous choquent considérablement. C'est le propre de la critique. Mais c'est le propre de la critique, c'est le propre de la pensée complexe. On est en train de vouloir effacer l'histoire par un souci de simplification, et aujourd'hui, il faut penser aussi aux générations futures qui voudront effacer ce que nous vivons aujourd'hui à l'aune de ce qu'ils vivront demain. Je ne veux pas du révisionnisme de l'histoire, je ne veux pas de l'anachronisme, on doit replacer chaque chose dans son contexte. Détruire des statues ne permettra pas quelque part de réparer le mal qui a été fait par les uns et par les autres. Détruire des statues, déboulonner certaines statues en France, ou comme le propose Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, débaptiser la salle Colbert de l'Assemblée nationale ou de Bercy, car dit-il, et je cite l'ancien Premier ministre, pour faire vivre ensemble dans une société de diversité, il faut avoir un récit commun qui nous aide à dépasser les blessures du passé et nous inspire pour penser les fractures du présent. Est-ce que ça serait aller dans le sens de l'histoire, ce que propose Jean-Marc Ayrault ? Oui, aller dans le sens de l'histoire, ça n'est pas couper ses racines. Il faut faire avec l'histoire. On ne fait pas contre son histoire, on ne fait pas sans son histoire, on fait avec son histoire. Et donc elle doit être enseignée dans sa complexité. Au contraire, c'est l'occasion de rappeler que ces personnes-là, qui pouvaient avoir des idées progressistes d'un certain côté, avaient aussi des idées formatées par leur époque, et que, fort heureusement, la pensée progresse, et l'universalisme, le fait que nous naissons libres et égaux en droit, est maintenant une pensée qui s'est imposée en tous les cas dans nos sociétés occidentales, fort heureusement. Et donc, vivons avec, enseignons-le, mais n'effaçons pas notre passé. Je crains énormément pour l'avenir si nous ne savons pas faire avec nos racines. Il commet une faute, Jean-Marc Ayrault, en faisant cette proposition ? Écoutez, je suis surprise pour un ancien Premier ministre, de cette prise de position. Je trouve qu'il vaudrait mieux que l'on place sous le nom de Colbert quelque part une référence au fait qu'il avait pu avoir des propos qui choquent aujourd'hui, évidemment. Mais quelque part, si vous effacez complètement de notre histoire des personnes qui ont pu avoir des propos racistes ou antisémites, je pense à Voltaire qui est au Panthéon, ou colonialistes, eh bien, en réalité, vous n'arriverez plus à ce moment-là à repérer les personnalités de notre histoire qui ont justement réussi à lutter contre cette idéologie dominante, et on ne va pas repérer les figures emblématiques qui ont justement fait changer les mentalités. Et le cours de l'histoire. Et le cours de l'histoire. Alors parallèlement, on revient à l'actualité, parallèlement à cette mobilisation contre le racisme et les violences policières, eh bien cette grogne de la police contre le ministre de l'Intérieur, après qu'il ait appelé à des sanctions contre les policiers soupçonnés de racisme. Alors est-ce que c'est pour vous, Agnès Buzyn, une grogne légitime de la police, des fonctionnaires de police, notamment contre le ministre de l'Intérieur ? Et moi, je défends la police française parce qu'elle a été soumise, je dois le dire, ces dernières années à énormément de contraintes. Je pense évidemment aux attentats, je pense aux gilets jaunes, avec cette mobilisation tous les week-ends pendant un an. Voilà, ce sont des fonctionnaires. La police est le ciment de la République, la police ou l'armée, c'est eux qui nous protègent, c'est eux qui nous défendent. Et donc cette grogne est légitime ou pas ? Non, je pense qu'il faut qu'on accompagne aujourd'hui les policiers dans peut-être une formation pour certains d'entre eux, un meilleur usage de la force ou une meilleure lutte contre la discrimination. C'est ce que font beaucoup de polices municipales notamment, mais pour autant généraliser aujourd'hui une critique de la police, je pense nous mettrait en grand danger. Alors, on revient un moment sur la mobilisation contre le racisme. Est-ce qu'il y a une tentative de récupération politique de ce mouvement, et si oui, par qui ? Oui, par les deux extrêmes, en réalité. Par l'extrême gauche, qui s'est saisie de cette lutte légitime, la lutte contre le racisme, elle est légitime, mais qui a glissé progressivement vers l'indigénisme et
le communautarisme. Quand vous dites extrême gauche, c'est France Insoumise ou c'est autre chose ? Je pense à la France Insoumise, mais je pense que voilà, certains à gauche ne font pas bien la différence entre ce qui doit être la lutte contre la discrimination et une volonté de morceler la société française en communauté, ce qui n'est pas mon choix. Et puis l'extrême droite en profite, puisqu'en réalité les extrêmes se nourrissent. On a vu Place de la République, génération identitaire manifester. Ça prouve bien que les deux existent les uns grâce aux autres. Et quand vous dites extrême droite en profite, c'est tout bénéfice pour Marine Le Pen, tout ça ? Bien sûr. C'est-à-dire, elle engrange des points tous les jours ? Évidemment, elle engrange des points tous les jours de ceux qui peuvent être choqués des propos qui ont été entendus place de la Bastille, notamment les propos non pas racistes cette fois-ci, mais antisémites. Vous dites place de la République, vous dites. Place de la République, excusez-moi. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous avons un problème dans notre société. Il faut en permanence, pour se faire entendre, hausser le ton et avoir des propos de plus en plus extrêmes pour exister. Et donc tout ce qui peut paraître modéré est fade et ne passe pas le mur du son dans la sphère médiatique. Mais alors quand vous dites qu'il faut avoir des propos de plus en plus extrêmes pour exister, c'est valable aussi pour les médias, si je vous comprends bien. C'est de cela dont je parle. Je trouve qu'aujourd'hui, les propos modérés, les propos d'apaisement n'ont plus place dans l'espace médiatique pour des raisons peut-être de modèle économique, c'est-à-dire que il faut être regardé pour avoir de la publicité, pour être regardé, il faut attirer l'attention, pour attirer l'attention, il faut des propos qui choquent ou qui blessent ou qui interpelle, et donc en réalité il y a de moins en moins de place pour une parole qui fait l'éloge de la pensée complexe, qui arrête de simplifier et qui souhaite l'apaisement. Et là, je trouve qu'on est dans un cercle des chaînes d'info. C'est une critique en général de ce qui apparaît sur les réseaux sociaux ou dans les médias, qui, pour attirer l'attention, doit être de plus en plus violent, extrême, radical, et ces radicalités se nourrissent les unes des autres. Je trouve que l'espace à la modération, à la pensée complexe diminue aujourd'hui, dans l'espace médiatique au sens large, je pense aussi aux réseaux sociaux, et ce cercle vicieux m'inquiète énormément. Je crois qu'il faut qu'on trouve un moyen de stopper cela, parce que cette radicalisation de la société, on le voit bien, moi je suis sur les marchés, les gens sont choqués. En fait, la France qui aujourd'hui qui travaille, celle que je rencontre sur les marchés tous les jours quand je fais campagne, elle ne s'exprime plus. Elle regarde en fait ces radicalités s'exprimer. Ça abîme la société française. Ça abîme. Elle a envie de vivre paisiblement. Elle a envie d'une société qui retrouve le goût de la vie quotidienne, la joie de vivre, même si parfois c'est difficile et on craint évidemment pour l'avenir et la crise, mais aujourd'hui, beaucoup de gens en ont assez de cette radicalisation de la société française et je ne sais pas comment arrêter ce cercle vicieux. Alors vous parliez de ce qui s'est passé hier à Place de la République, donc une douzaine de militants de l'ultra-droite identitaire, de génération identitaire, ont donc déployé face aux manifestants une banderole où il était écrit « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc », alors que des cris de « sales juifs » étaient scandés face à eux par des manifestants, quelques-uns, quelques unités de manifestants, donc du collectif Adama Traoré. Qu'est-ce que ces deux séquences disent de l'état de la société française ? Moi, je trouve que ça permet aux extrêmes de grandir. En fait, c'est cela qui m'inquiète, c'est que... d'abord, ça me rappelle surtout que l'antisémitisme est extrêmement présent aujourd'hui dans une certaine partie de la société française. Il s'est exprimé... Et pas seulement à l'extrême droite. Pas seulement à l'extrême droite. C'est un autre antisémitisme. Il n'est pas nourri de la même façon, mais il existe et il est tout aussi violent. C'est celui qui a amené à la mort de Ilan Halimi. Quand je discute avec les juifs du 17e arrondissement, par exemple, puisqu'il y a une assez grande communauté juive dans le 17e, beaucoup sont partis... sont partis de Sarcelles, par exemple, pour trouver un peu d'apaisement, parce qu'ils faisaient face à cet antisémitisme particulier, nouveau. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait aussi un discours de lutte contre l'antisémitisme qui fait partie de la lutte contre le racisme.
De la part je vous interromps de 30 secondes. Parce que ce qu'on a vu hier, on a vu les images de ces manifestants, quelques manifestants, je précise bien, c'est pas les 15 000 manifestants, c'est quelques-uns qui scandaient sale juif, mais autour d'eux, il y avait des dizaines et centaines de personnes. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit, ça ne choque personne. Et donc, c'est un sujet pour moi. Un jour, le président de la République s'est exprimé en disant « L'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire des autres ». Et je trouve... Et c'est un peu comme la lutte contre la discrimination. Ça ne doit pas être l'affaire d'une communauté. La lutte contre le racisme n'est pas une problématique de la communauté X ou Y. Elle est en fait une problématique de la société tout entière. Donc tout le monde doit s'en emparer, de la même façon que l'antisémitisme est un problème de société. Il dit quelque chose d'une société qui cherche un bouc émissaire à ces problématiques. Alors vous-même, Agnès Buzyn, vous avez été victime d'une campagne antisémite de la part notamment d'Alain Soral et de ses fans. Alain Soral, il faut le préciser, un gourou antisémite. Donc vous disposez aujourd'hui d'une protection policière suite à ces menaces de Soral. Comment on vit de telles attaques à Agnès Buzyn, quand non seulement on a servi l'État et les Français en tant que médecin et donc en tant que ministre, mais aussi quand on est la fille d'un survivant, d'un rescapé de la Shoah et de la déportation? On sait d'où ça vient, ces propos tenus par cette mouvance néo-nazie très violemment antisémite, mais néo-nazis en réalité, ils ont existé de tout temps. Donc quelque part, mon père en a subi les conséquences et moi d'une certaine façon, évidemment, sans que ça touche à ma personne, mais avec une violence extrême sur les réseaux sociaux, des appels au meurtre, ce qui m'a troublée. C'est que les vidéos d'Alain Soral sont extrêmement partagées. Elles ont été partagées notamment par des groupes Facebook de Gilets jaunes. Et donc, on voit bien comment ça s'est amplifié progressivement. Et donc, ces appels au meurtre, aujourd'hui, m'obligent à avoir une protection policière. Bon, j'espère que ça passera avec le temps. Et donc, comment vous vivez ça? Et comment peut-être votre famille vit ça? Comment votre père vit ça? Même si c'est compliqué de parler de... Je ne parle jamais de ma famille. Voilà, mais on sent que c'est quelque part, c'est difficile pour vous de vivre cette période. Oui et non, je suis pas... Pardon. Excusez-moi. Oui et non, je ne suis pas une victime. J'ai fait un choix d'entrer dans la vie politique en connaissant exactement les risques et donc d'être soumise à des attaques, soit par son action politique, soit parce qu'on est et évidemment des attaques antisémites. Je savais que ça pouvait arriver. Je n'ai absolument donc je veux pas me présenter comme une victime. J'ai pris mes risques, je les assume et je vivrai avec cela. Et au contraire, tant mieux que des personnes quelque part comme moi puissent comment dirais-je, montrer aux communautés en général qui sont à risque d'exclusion, d'antisémitisme ou de racisme, que on peut s'engager malgré tout et que on peut faire face et que ça existera de tout temps et qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc je ne me sens pas une victime, mais ça m'oblige à vivre autrement. Alors, au passage, est-ce que vous êtes favorable, ce qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme, hein, mais c'est dans le débat actuel, est-ce que vous êtes favorable à la mise en place de statistiques ethniques suggérées par Sibeth Ndiaye suite au mouvement de protestation contre le racisme, notamment dans la police? La question que ça me pose, c'est quelle est l'utilité d'un point de vue démocratique et républicain? Pour vous, il n'y en a pas? En tous les cas, il y en a peu. Il y en a peu. Donc, voilà. Donc je ne sais pas si les risques ne sont pas supérieurs aux bénéfices. Il peut y en avoir. Hein. Je comprends bien que ça permet parfois d'objectiver des choses. Je suis médecin. On a un certain nombre de statistiques venant des publications américaines sur, par exemple, des facteurs de risque de cancer dans certaines populations. Donc, ça peut avoir une utilité en médecine, par exemple. Pour autant, je trouve que ça pose la question de classer les gens en fonction d'une origine et en fait, ce classement est impossible parce que heureusement, la société, elle est mixte, elle est diverse. Et donc, je trouve que les risques sont probablement supérieurs aux bénéfices. Donc, il vaut mieux abandonner cette idée. En tous les cas, il faut bien peser les risques et les bénéfices. Et si un jour on doit le faire, il faut le faire probablement dans un champ excessivement restreint, avec toutes les garanties nécessaires. Mais je pense qu'en pratique, c'est infaisable. C'est infaisable, et donc et à mon avis, plus risqué qu'utile. Donc c'est dangereux.
plus risqué Parce que qu'utile. Quand vous dites plus risqué qu'utile, ça veut dire que ça peut conduire au racisme, c'est ça que ça veut dire, non? Non, ça conduit pas au racisme, ça oblige à classer les gens. Et en réalité, fondamentalement, je ne peux pas imaginer qu'on classe les gens. Un humain est un humain. Et donc le classer en fonction d'un critère ethnique, pseudo-ethnique, puisqu'on sait bien à quel point c'est contestable. Voilà, est-ce qu'il a plus de raison d'être qu'un autre type de classement en fonction d'une profession? Voilà, les classements me gênent en réalité. Je suis excessivement attachée, viscéralement attachée à l'universalisme. Et donc justement, on attend une prise de parole, une allocution du président Macron ce soir à la télévision. Peut-être qu'il reviendra peut-être là-dessus. Donc vous lui dites, surtout, il faut faire très attention à ça. Je ne dis rien au président de la République. J'attends de lui, qu'il nous oriente ce soir sur la suite du déconfinement, sur l'après-crise, la relance économique, peut-être un changement d'organisation de l'État ou des administrations. On peut imaginer qu'à la suite de ces crises, on en tire un certain nombre de leçons. C'est peut-être encore très tôt pour en tirer toutes les leçons, mais en tous les cas, il y en a une qui est urgente. C'est comment allons-nous vivre dans les mois qui viennent, c'est le déconfinement, et comment allons-nous pouvoir relancer l'économie. Et ça, c'est une urgence et une priorité. Alors justement, deux questions. Comment doit-il clore, le président de la République, la séquence confinement-déconfinement? Vous en avez parlé à l'instant. Et en clair d'ailleurs, ça concerne beaucoup Paris. Vous êtes candidate à la mairie de Paris pour En Marche. Est-ce que vous souhaitez qu'il annonce une ouverture des restaurants avant le 22 juin, avant la date officielle de la fin de la séquence du déconfinement? Alors, comme citoyenne et comme parisienne, j'ai envie de vivre normalement. Donc, oui, les restaurants, les cinémas font partie du quotidien de la vie parisienne. Donc, j'en ai évidemment envie. Après, si je prends cette fois-ci ma casquette de médecin, je considère que la sécurité sanitaire est évidemment une priorité dans la période actuelle. Donc, je laisserai les autorités prendre les décisions, puisque c'est eux qui sont en capacité aujourd'hui de balancer le risque et le bénéfice de l'ouverture. Donc le président annoncera certainement des choses sur le déconfinement ce soir, j'imagine, et tout ce qui permettra de revenir à la normale, nous l'espérons tous. Pour autant, même si l'épidémie est évidemment contrôlée, on voit bien en Chine qu'elle n'est pas totalement éteinte. Ah, puisque vous parlez de la Chine, justement, la Chine. Donc, les Chinois annoncent de nouveaux cas en Chine. Il y en a d'autres aussi en Europe, en France aussi, il y a des clusters. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut redouter, éventuellement une seconde vague? Est-ce que ça vous fait peur, de voir qu'il y a de nouveaux cas en Chine? Non, pas peur, et c'est pas à redouter. Il va falloir adapter. Nous allons devoir adapter notre façon de vivre à un virus dont on ne sait pas pour combien de temps il va circuler dans le monde. Donc, nous devons en permanence maintenir, je pense, les gestes barrières tant que ce virus ne disparaîtra pas. Le geste barrière, le principal, c'est évidemment la distanciation physique. Ça veut dire adapter les espaces pour ne pas être trop proches les uns des autres. Je préfère la distanciation physique à la distanciation sociale quelque part. Mais distanciation vous parlez physique, de termes, de dialectique. Voilà, de dialectique, parce qu'il faut la socialisation, ça fait partie intégrante de l'être humain. Donc, il faut qu'on adapte notre façon de vivre à ce besoin de socialisation. Et je pense que nous avons à vivre et à adapter notre société, notre façon de travailler, notre façon de vivre, notre façon de nous amuser dans les mois et peut-être dans les années qui viennent avec un virus dont on ne sait pas quand il disparaîtra. La seconde vague, vous pensez que c'est inévitable ? Je ne sais pas s'il y aura une seconde vague à proprement parler. Il y aura certainement des clusters, et on le voit bien. Seconde vague, la première vague était liée au fait que nous n'avions pris aucune mesure de distanciation physique, que nous nous embrassions, que nous nous serrions les mains, et on voit bien à quel point le mode de vie méditerranéen a impacté nos pays, l'Italie, l'Espagne, la France, cette promiscuité physique que nous aimons. Et là, quand vous dites que nous n'avions pas pris les mesures de distanciation physique, c'est quoi ? C'est un problème
politique? Non, Ou c'est un problème de culture? C'est un problème culturel. On aime se toucher. Moi, je vois bien le dernier jour de la campagne. J'étais sur le terrain dans le 18e. Et je suis rentrée. La campagne de premier tour. De premier tour, et je suis rentrée dans une boutique de coiffure. Et le coiffeur n'a pas voulu me parler parce que je refusais de lui serrer la main. Je lui ai dit, vous savez, il y a une épidémie. Les recommandations veulent qu'on ne se touche pas. Et il a dit, moi, je ne parle pas à quelqu'un qui me serre pas la main. Je dis, mais quand même, les autorités sanitaires ont dit. Et je voyais bien à quel point culturellement il était choqué que je ne veuille pas lui serrer la main. Donc il y a un problème culturel, c'est en train d'évoluer. Voilà. Ce que j'espère, c'est qu'un jour on pourra se toucher de nouveau. Je ne souhaite pas que ad vitam aeternam on puisse pas s'embrasser, mais aujourd'hui nous voyons que la société française adapte ses us et coutumes à la présence du virus. Ça prouve aussi une très forte capacité d'adaptation, une très bonne résilience de la société. Moi, j'ai été impressionnée vraiment par la résilience des Parisiennes et des Parisiens. J'étais confinée à Paris, par la créativité, la solidarité, l'engagement pour fabriquer des masques, etc. Et ça m'a impressionnée. Donc j'aimerais maintenant que cette résilience, cette créativité, cet engagement soit mis à profit de l'après-Covid, puisqu'il va falloir aussi qu'on pense Paris de l'après-Covid. On va parler de Paris d'après-Covid. Absolument. Et une question plus nationale. Comment rassurer, comment protéger les Français face à la crise économique qui s'annonce par plus de social, par plus d'impôts, faire payer plus les riches par exemple, plus d'environnement ou plus de décentralisation? Et où, à chaque fois? Alors, moi, je pense toujours qu'il n'y a jamais une solution unique. Jamais, aucun problème n'a de solution unique, ce serait trop simple. Vous le savez, prendre des décisions dans la vie politique, c'est souvent avoir le choix entre une mauvaise et une très mauvaise décision. Donc, le gouvernement là a des décisions très difficiles à prendre, très difficiles. Et franchement, j'admire mes collègues qui sont restés au gouvernement parce que gérer l'après-Covid, mais le Covid, et s'adapter en permanence à l'évolution des connaissances et gouverner dans l'incertitude, c'est vraiment un défi. Et c'est plus que jamais un défi. Donc ils vont avoir à prendre des décisions qui pourront être contestées, contestables, mais qui seront certainement les moins mauvaises décisions à l'aune de l'état des connaissances qu'ils auront au moment où ils prendront la décision. Mais vous, en tant que citoyenne? Et moi, en tant que citoyenne, je veux des décisions multiples. Je n'aime pas la simplification à outrance. Je n'aime pas les yaka faucons. Et c'est certainement pas juste augmenter les impôts ou juste plus de social qui permettra aujourd'hui d'accompagner la société française dans une transition nécessaire, une transition écologique, évidemment, et à la fois une relance de l'économie qui est absolument nécessaire si on veut éviter un chômage de masse. Alors, il y a 5 mois, vous étiez encore ministre. On nous parle d'un remaniement ministériel qui s'annonce, qui apparaît inévitable. Pour vous, ce remaniement, il doit être avec ou sans Édouard Philippe, votre ancien Premier ministre? Bon, ça, c'est la décision du président de la République. Mais pareil, la citoyenne Agnès Buzyn, elle en pense quoi? Écoutez, le Premier ministre l'a montré tout au long de cette crise. C'est un excellent Premier ministre. Après, il a ses choix personnels. Il sera, et je l'espère pour lui, élu au Havre. Et donc, je laisse le président et le Premier ministre prendre cette décision de concert. Et vous dites tout est possible, rien n'est exclu ou pas? Quant au changement de Premier ministre? Je suis comme vous, la presse, et donc je vois les discussions et les propositions des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons un excellent Premier ministre, et donc voilà, je suis ses recommandations. Alors vous dites je suis comme vous, la presse, et qu'est-ce qu'on voit dans la presse depuis quelques mois, depuis le premier tour, l'issue du premier tour des élections? On vous accuse de n'avoir rien vu venir, d'avoir fui vos responsabilités en ayant quitté votre ministère pour mener la campagne à Paris. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, quelque part qui sont graves? Oui, mais là encore, c'est une vision totalement amputée d'un certain nombre de faits sur lequel je vais avoir l'occasion de m'expliquer, d'abord devant la commission d'enquête, pour montrer... Même les 2 commissions, voire les 3 commissions Oui, d'enquête. Voilà, donc j'aurai un temps de parole qui Et permettra... vous savez déjà ce que vous allez leur dire? Bah évidemment, je sais ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Non, ce n'est pas à vous que je réponds, Monsieur Aziza, même si j'aurais envie de m'exprimer, j'ai très envie de m'exprimer. Non, mais vous dites que ces accusations, elles sont injustes. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que, d'une part, le gouvernement a très vite pris des dispositions
pour lutter contre ce virus très vite. Et donc j'aurai l'occasion de les détailler évidemment lors de ma prise de parole devant la commission d'enquête de l'Assemblée et du Sénat. Ensuite, je n'ai pas déserté. Je ne déserte jamais. D'abord, je me suis engagée pour Paris. Et vous savez, comme cette campagne était difficile, donc c'est un engagement exigeant. D'autre part, je savais que derrière moi, une administration avait préparé le terrain, était totalement prête pour gérer cette crise. Je savais qu'Olivier Véran allait me remplacer et je connais ses compétences. Et d'ailleurs, tout le monde considère qu'il a été un excellent ministre de la Santé pendant cette crise, qu'il a merveilleusement gérée. Donc, en réalité, je savais à quel point Olivier Véran était opérationnel le jour où il arriverait. Donc, je savais aussi ce que j'avais préparé. Je lui ai transmis un certain nombre de choses, de données. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion de m'en expliquer. Et en réalité, je me suis engagée pour Paris parce que je le souhaitais depuis longtemps et qu'il m'a semblé aussi que d'être maire, c'est aussi un engagement extrêmement important, être maire de la plus belle ville du monde au moment où il arrive une crise à la fois sanitaire, mais aussi maintenant économique et sociale. C'est un engagement pour lequel je me bats aujourd'hui. Mais on va parler dans quelques instants, on reparle de Paris. Mais ce qu'on vous a reproché aussi, c'est ces fameuses déclarations au Monde. Et d'ailleurs, on ne sait pas le statut de ces déclarations. Une interview, des propos volés, c'est quoi ? Non, j'ai décroché mon téléphone à un moment où je n'aurais pas dû. Je rappelle le contexte, c'était le lendemain des élections. Je voyais l'épidémie qui progressait très vite, puisqu'il y avait un nombre de cas qui augmentait extrêmement vite. Donc, je me doutais que le deuxième tour ne pourrait pas avoir lieu. J'en avais la conviction profonde. Et d'ailleurs, le soir même, Édouard Philippe a annoncé le report du deuxième tour. J'avais fermé mon QG de campagne parce que il y avait des personnes dans mon QG qui tombaient malades. Donc, j'avais tout désinfecté avec mes équipes. J'étais partie et j'avais vu tout au long de la journée des tractations politiciennes autour des listes et des dépôts de listes. J'avais essayé de joindre un certain nombre de personnalités de droite, certains j'ai eu au téléphone, et je luttais avec Stanislas Guérini, d'ailleurs le patron de La République En Marche, contre le dépôt des listes de deuxième tour. Je trouvais ça... Qui devait avoir lieu avant le mardi suivant. Qui devait être déposé le lendemain, c'est-à-dire le mardi. Lundi. Donc on était le lundi qui a suivi les élections. Tout le monde était en train de faire des tractations pour fusionner, ajouter un tel, retirer un tel. Et j'étais choquée. Je leur ai dit, l'urgence maintenant est sanitaire, l'urgence est ailleurs. On arrête de faire des tractations politiques. Et j'étais hors de moi. Et voilà, c'était une journée extrêmement pénible, où je m'étais beaucoup battue, où on se moquait de moi sur les réseaux sociaux avec cette fameuse vidéo du 21 janvier, qui était ma première conférence de presse, qui disait exactement le contraire de ce que j'ai fait, en fait. Et donc, au moment où j'ai répondu au téléphone à cette journaliste, mon premier réflexe a été de lui dire, mais non, j'ai vu, en fait, j'ai été j'ai été en action pour protéger les Français, pour prévenir cette crise. Et donc, voilà, mes propos ont été repris et je dirais agrémentés d'une façon journalistique que je regrette. Je regrette le mot mascarade, je l'ai dit plusieurs fois. C'est un mot qui correspondait à mon état d'énervement du jour. Voilà, je comprends qu'il est plus choqué, mais je suis une femme assez directe et j'ai assez franc-parler. Alors justement, puisque vous êtes une femme assez directe et que vous avez un franc-parler, donc on a, comme vous l'avez signalé, beaucoup glosé sur vos déclarations au Monde. Vous savez qu'elles ont été utilisées contre vous par un certain nombre de collectifs ou de particuliers qui ont demandé votre renvoi devant la Cour de justice de la République. En tout, je crois, plus de 80 plaintes contre vous, contre Édouard Philippe, contre Christophe Castaner, Nicole Belloubet ou encore Muriel Pénicaud, pour homicide involontaire, blessure involontaire, etc. Comment ça vous fait réagir ? Très simplement. Écoutez, notre pays a judiciariser cette crise plus que les autres. Il semblerait que dans les autres pays, il n'y ait pas de plainte contre les gouvernements et tous les pays ont fait avec l'état des connaissances de l'époque. Tous les pays étaient en lien. On voyait bien comment c'était compliqué de prendre des décisions. Chacun a géré comme il le pouvait et certaines décisions étaient très différentes d'un pays à l'autre. On voit l'Angleterre qui a d'abord fait le choix de pas confiner, puis a confiné avec 15 jours de délai parce que Boris Johnson est tombé malade, etc. Bon, on voit bien que dans tous les pays, ça a été plus ou moins compliqué. Et aucun pays n'a de plainte au pénal. Juste le nôtre. Pourquoi la France alors ? Je ne sais pas. Pourquoi d'ailleurs ?
Enfin, je n'ai pas peur de m'expliquer, hein, absolument pas peur. Je suis sur les commissions d'enquête. La seule question que je me pose, même si j'ai très envie d'y témoigner, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, c'est que cette crise n'est pas finie. En fait, on commence à judiciariser alors que il va y avoir encore des évolutions. On ne sait pas. Là, vous parlez des commissions d'enquête ou de parlementaires ou des plaintes devant les deux, en fait. Je pense qu'on est encore dans quelque chose de mouvant. L'état des connaissances est mouvant. Ouais, on peut pas juger ce qui s'est passé il y a quelques mois à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui ou qu'on saura demain. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui sera probablement différent de ce qu'on saura demain. C'est ça que je veux dire. Donc c'est intéressant de voir à chaque fois à quel point le contexte dans lequel on pose une question est important pour trouver la bonne réponse. La vérité scientifique d'un jour n'est pas forcément la vérité scientifique du surlendemain ou de l'année suivante. Donc nous verrons. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que les décisions qui ont été prises ont toujours été prises à un moment donné, avec un niveau de connaissance donné, et qu'à chaque fois qu'il faudra juger de ces prises de décision, il faudra se remettre dans le contexte de la prise de décision et de l'état des connaissances le jour où elle a été prise. Donc, quelque part, ça peut vouloir dire que c'est le Sénat qui a commencé à vouloir instaurer une commission d'enquête parlementaire, donc que cette commission d'enquête du Sénat, que ces plaintes contre vous, ce sont une commission et des plaintes politiques. Non, je ne dirais pas ça. Moi, je trouve ça normal. À portée politique. Non, après, j'espère que ça ne sera pas. J'espère que ce ne sera pas. J'espère que ça ne sera pas utilisé politiquement. C'est trop grave. C'est trop grave. Parce que certains veulent en faire une affaire du sang contaminé bis. Vous avez vu ? Oui, non, mais alors là, pour le coup, je pense vraiment que ça n'a rien à voir. Mais en l'occurrence, j'espère que ça ne sera pas politique et que ce sera bien un retour d'expérience. En réalité, l'objectif d'une commission d'enquête, c'est évidemment de comprendre avant tout et de tirer des leçons pour l'avenir. Parce que des crises, nous risquons d'en avoir d'autres. Ça ne sera pas forcément du même type, ça ne sera pas forcément un virus, mais on le voit bien, dans le champ sanitaire, les crises, elles émergent en permanence. En tant que ministre de la Santé, j'ai eu à gérer beaucoup de crises autour de médicaments, autour de problèmes. Je pense à des mines d'arsenic dans le sud au moment d'inondation. Enfin, on voit bien qu'en permanence, il y a des problèmes sanitaires qui émergent avec des crises plus ou moins locales, plus ou moins régionales, plus ou moins nationales ou internationales. Donc, tirons-en des leçons organisationnelles sur les prises de décision pour l'avenir et n'en faisons pas un procès politique. Je pense que tous ceux qui s'engageraient là-dedans prennent le risque d'abord que plus personne ne veuille prendre ses responsabilités. Aussi bien les ministres que les directeurs d'administration. Je pense au directeur d'administration centrale. Moi, quand j'étais médecin, on m'avait toujours dit que le poste de directeur général de la santé était le poste le plus difficile de la République, le plus à risque, celui qui était le fusible qui saute en permanence et que il ne fallait jamais accepter le poste de directeur général de la santé. Donc, vous voyez, dans le milieu de la santé, c'est connu. Et donc, attention à ne pas mettre une responsabilité pénale à chaque fois qu'un directeur d'administration centrale prend une décision, sinon nous n'aurons plus personne pour prendre ces postes-là, et pour autant, nous en avons besoin. Ni ces postes-là, ni être ministre éventuellement dans une ministre de la Santé est un ministère exposé. D'ailleurs, c'est ce que disait Simone Veil, je me souviens l'avoir reçu ici, c'est ce qu'elle disait. Oui, on dit que le poste de ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé, ce sont les deux ministères qui ne dorment jamais et qui sont toujours soumis aux crises, et il n'y a rien de plus anxiogène qu'une crise sanitaire. Alors, la campagne municipale, Agnès Buzyn, eh bien, plusieurs questions. D'abord, comment vous envisagez de l'après-crise sanitaire ? Vous avez commencé à en parler. En quoi consiste aussi le plan Marshall pour les commerces que vous proposez pour Paris, et pourquoi ce plan ? Alors, d'abord, je pense que le programme, et je l'ai souhaité, doit être profondément remanié. Donc le vôtre, hein ? Le mien, il a été profondément remanié. L'après-Covid, les enjeux pour Paris de l'après-Covid ne sont pas ceux de l'avant-Covid. Notamment, on l'a vu, un certain nombre de familles commencent à prendre la décision de quitter Paris, ont apprécié la vie en province, ont apprécié le télétravail. Et donc, nous avons une ville qui déjà se vidait de 11 000 habitants par an, et notamment des familles des classes moyennes, mais ce mouvement va s'accélérer. C'était notamment dû au prix de l'immobilier. Hein.
C'était lié au prix de l'immobilier, mais maintenant, avec le télétravail, on voit bien qu'un certain nombre de cadres ont apprécié la vie en province, peuvent imaginer venir travailler à Paris 2-3 jours par semaine et avoir leur famille en province. On voit bien l'angoisse autour de l'accueil des enfants dans les écoles, l'angoisse autour de la promiscuité dans les transports. Et donc, ce mouvement de désertification de la ville va s'amplifier. Donc ça, c'est ma première priorité. On ne peut pas avoir une ville qui se vide de ses enfants. Ça n'est pas possible. Et donc, je veux une ville où résonnent les cris d'enfants, où chacun a sa place, les personnes âgées, les cadres supérieurs, les touristes, mais aussi les familles, les enfants, les précaires, parce qu'une ville, elle vit de sa diversité. Faut pas que ce soit un désert, quoi, Faut pas que ce soit un désert. Le deuxième risque, il est lié au premier. C'est en fait la fermeture des commerces, des bars, des restaurants, parce que le télétravail impacte aujourd'hui considérablement nos restaurateurs et nos bars. Et vous dites le télétravail, pas le confinement ou le déconfinement. Le confinement, il a été ponctuel. Il était ponctuel, mais maintenant nous allons avoir à vivre avec des organisations différentes et peut-être un virus qui va possiblement persister, revenir, avoir des clusters. Donc aujourd'hui, le commerce de proximité, nos bars, nos restaurants, ce qui fait la qualité de vie de nos quartiers est en grand danger économique. Donc ma priorité numéro 1, c'est un plan Marshall pour la relance du commerce et l'accompagnement des commerçants, des restaurateurs. Donc je prévois une année blanche des taxes, une exonération des taxes pour tous les commerçants, des taxes de terrasse, des taxes d'enseigne, etc. Deuxièmement, je souhaite avec le fonds... C'est quoi le coût de cette mesure ? Le coût de cette mesure, c'est à peu près 120 millions d'euros par an. Donc mon plan Marshall, c'est 400 millions d'euros. Et donc je souhaite également avoir un fonds de solidarité pour les commerçants qui sera donné aux arrondissements, 170 millions d'euros, c'est-à-dire en gros 10 millions d'euros par arrondissement qui sera donné aux maires d'arrondissement pour accompagner les commerçants en difficulté pour que le quartier vive, avec notamment une capacité aussi de préemption des beaux commerciaux de la ville de Paris pour garder les commerces de bouche et les librairies, parce que la culture est aussi très importante à Paris. Et enfin, je prévois une mesure très importante que je mettrai en œuvre dès le 1er juillet si je suis maire, qui est une mesure pour 1 an, une expérimentation d'une augmentation des horaires d'ouverture de tous les commerces à Paris. Donc y compris le dimanche ? Y compris le dimanche et le soir, avec évidemment une concertation avec les riverains. Mais aujourd'hui, on voit bien que les gens ont peur d'entrer dans les boutiques parce qu'on ne peut pas être trop nombreux dans les commerces. Et donc il faut pouvoir élargir les horaires d'ouverture. Ça permet aussi de fluidifier dans les transports en commun ces fameuses heures d'affluence, de pointe, et donc de décaler les horaires de travail des salariés. Mais ça permet aussi aux jeunes, parce que c'est une très grande angoisse aujourd'hui pour notre jeunesse, d'entrer dans le marché de l'emploi, nos étudiants de trouver des horaires, enfin des petits boulots le soir ou le week-end pour les accompagner, de trouver des stages, de trouver de l'apprentissage. Et donc, je prévois une extension des horaires d'ouverture de toutes les boutiques à Paris, dans tous les quartiers. Alors, certains utilisent ce vecteur qu'on appelle zone touristique élargie à tout Paris, mais en réalité, l'objectif, c'est que nos quartiers vivent, que nos quartiers... Et c'est de booster l'emploi, d'après ce que je comprends. C'est l'emploi, et c'est la vie, enfin, d'avoir des rues vides avec des rideaux fermés et des locaux à louer ou à vendre, c'est d'une tristesse absolue. C'est anxiogène, et ça va aggraver encore cette fuite et cette désertification. Donc, nous avons un enjeu dans l'année qui vient de permettre à chacun de retrouver cette vie de quartier, de donner envie aux familles de rester. Alors, campagne municipale à Paris, côté politique. Rachida Dati a reçu le soutien de Marine Le Pen, après avoir reçu, je crois que c'était avant le premier tour, celui de son père, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Mais parce que une certaine partie de la droite aujourd'hui flirte, nous le savons, avec l'extrême droite. Y compris Rachida Dati ? Vous lui poserez la question de savoir où elle met le curseur. Je vais vous dire tranquillement. Elle a refusé de venir ici au premier tour, avant le premier tour, et elle refuse de venir à l'antenne avant le second tour. Donc je lui poserai pas la question. On lui posera. Donc en tous les cas, elle a réussi à réconcilier sur son programme Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, et voilà, elle ne s'en cache pas. Donc moi, il y a peu de risques qu'un jour je reçoive la bénédiction de la famille Le Pen sur mon programme, et j'en suis fière. C'est ce qui vous conduit à dire, avec aussi Stanislas Guérini, que vous ne partagez pas les mêmes valeurs que Rachida Dati ? C'est exactement cela. Moi, je mets des limites au soutien sur mon programme, et notamment, je ne souhaite pas un soutien de l'extrême droite française. Et pourtant, Rachida Dati, elle, se prévaut de l'amitié, voire de quoi ? Eh bien, de l'héritage de Simone Veil.
Oui, elle s'en prévaut. Et bon, Madame Simone Veil n'est plus là pour en parler. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, elle a besoin d'un étendard. Moi, je n'ai pas besoin d'un étendard. J'espère exister par mes idées et mon programme. Alors, peut-être une dernière question, Agnès Buzyn. Vous êtes en 3e position dans les sondages derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Alors, votre candidature de second tour, c'est quoi? C'est une candidature pour gagner ou une candidature pour perdre, comme l'a laissé entendre l'une de vos colistières, Marlène Schiappa? Non, je ne vais pas commenter les propos des uns et des autres. Est-ce que vous pouvez encore être maire de Paris aujourd'hui? Je l'ai dit, j'y vais pour. C'est pas pour gagner. En réalité, c'est pour gagner. Mais c'est parce que je pense que la ville a besoin du programme que je propose. Je pense que la ville a vraiment besoin d'un programme de relance économique et sociale, du plan Marshall, a besoin d'un grand plan de rénovation des écoles que je propose, a besoin de plus de solidarité vis-à-vis de nos aînés avec le service public de maintien à domicile, a besoin de plus d'écologie, et je pense que j'ai le programme le plus complet. Je pense qu'en termes de capacité de gouvernance, je sais travailler avec tout le monde. Je suis une femme d'apaisement. Je sais écouter. Je donnerai plus de responsabilités aux maires d'arrondissement, aux conseils de quartier. Et je pense en réalité que c'est pas pour gagner, c'est pour cette ville que je souhaite rassembler le plus largement possible sur mon programme. Merci en tout cas Agnès Buzyn d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Au revoir.